Merci de préférer Speed Line TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a organisé ce samedi une marche du cœur à Cotonou. L'événement a réuni les cadres de l'ARAC ainsi que les professionnels des médias. On en parle dans ce journal. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngouedji, s'est rendu dans le Mono ce samedi. Il a été question des réalisations du gouvernement et des attentes de la population. Plus de précisions dans ce journal. Et puis hors du Bénin, en Haïti, des dizaines de manifestants ont défilé ce dimanche sur les hauteurs de la capitale pour dénoncer la violence des gangs et réclamer la démission du Premier ministre ainsi que celle du Conseil présidentiel de transition. À nouveau, bonsoir. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'instance de régulation des médias au Bénin, l'ARAC, a organisé une marche du cœur en l'honneur de cette journée. Cet événement, à la fois sportif et symbolique, a rassemblé les cadres de l'ARAC et les professionnels des médias. L'objectif de cette initiative était de mettre en avant l'importance de la liberté de la presse dans la société béninoise. Plus de précisions dans ce reportage. Ce matin à 7 h, les professionnels des médias se sont rassemblés devant la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour arpenter les rues de Cotonou. Les marcheurs ont longé la rue menant vers l'aéroport et ont fait le tour de la place Bioguera avant de revenir au siège de l'institution. Cette initiative vise à renforcer les liens amicaux entre les membres de l'ARAC et les professionnels des médias tout en promouvant une bonne santé pour tous. Le défi est grand et surtout pour cette 7e mandature, on s'est dit que pour relever ce défi, le défi de la régulation de proximité, il faut évidemment des professionnels en bonne santé et il faut également les maisons de presse en bonne santé, il faut les cadres de la HAC en bonne santé. Disons, en gros, il faut une HAC en bonne santé. C'est pourquoi cette initiative a été prise pour faire marcher non seulement les cadres de la HAC, mais également les professionnels des médias pour dire qu'on est solidaires et que nous sommes des partenaires et nous souhaiterions avoir quand même des partenaires en très bonne santé pour relever le défi de la régulation de proximité. Ça va se perpétuer parce que c'est une habitude qu'on avait perdue. Ça augure de la régulation de proximité que cette mandature entend imprimer à la presse. Du retour au siège, les marcheurs se sont adonnés à quelques exercices d'étirement sur place. Ce fut un moment à la fois divertissant et convivial. Nous sommes contents d'être ensemble ce matin parce que aujourd'hui c'est un jour spécial. Vous savez que le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de la liberté de la presse. Et le Bénin ne manque pas à ce rendez-vous. C'est pourquoi nous sommes retrouvés ce matin. Nous avons fait une marche. Nous sommes contents de nous retrouver entre confrères et consoeurs. Notre pays fait sa marche pour la professionnalisation de la presse, pour une liberté effective des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Le Bénin fait sa marche aussi dans les réformes du dispositif législatif qui permettent aux journalistes, aux professionnels des médias d'exercer dans un environnement qui répond aux normes. Mon souhait personnellement est que nous puissions parvenir à mettre en place des entreprises de presse économiquement viables dans lesquelles les acteurs des médias pourront travailler et vivre décemment de leur métier. Nous sommes sur ce chemin et par la grâce de Dieu, nous allons y parvenir. D'abord, il faut remercier la HAC parce que ça fait quand même très longtemps que nous avons assisté à de telles organisations à l'occasion du 3 mai. Et je crois que c'est toujours bien de renouer à ces habitudes parce que c'est aussi des moments où nous, professionnels des médias, de se retrouver et indépendamment du volet intellectuel, je crois que notre santé aussi est très importante. Et c'est à cela que la HAC nous a conviés ce matin. Et je crois qu'il faut les remercier pour que cela se pérennise. Cette 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse offre aux professionnels des médias une occasion de réfléchir sur les enjeux relatifs à la liberté de la presse.
Nous prenons la direction de Koma. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, était en tournée de reddition de comptes dans le département du Mono ce samedi afin d'échanger avec les populations et le fait part des efforts menés par le gouvernement. L'étape de la commune de Koma a été marquée par une rencontre qui a eu pour cadre la salle de conférence de l'hôtel de ville avec une forte mobilisation des différentes couches socio-professionnelles et des autorités politico-administratives de la localité. On fait le point avec Raphaël Souré et Innocent Soupon. C'est par la commune de Komé que Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement, a démarré l'étape du Mono de sa tournée de reddition de comptes. Une tournée qui a pour but d'échanger à bâton rompu avec les populations afin de recueillir leurs préoccupations et ensuite porter à leur connaissance les prouesses du gouvernement dans les différents secteurs de la vie. Une initiative qui réjouit le numéro 1 de la commune de Komé. Nous apprécions avec grand respect l'initiative, car ces moments d'interaction directe avec la jeunesse et par surcroît avec les différentes couches socio-professionnelles à la base témoignent de la vitalité de notre démocratie. Je voudrais à cet effet remercier le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Attalal Guillaume Talon, monsieur le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement. Nous vous accueillons à bras ouverts ici à Komé. Le gouvernement, dans sa pédagogie de communiquer, l'a envoyé ici pour nous expliquer toutes les actions du gouvernement que nous voyons ou bien que nous ne connaissons pas à travers des questions-réponses comme il sait très bien le faire. Cette rencontre est une occasion longtemps rêvée par les populations de Komé. Les jeunes ainsi que les autres couches socio-professionnelles en ont profité pour aborder les sujets brûlants de l'heure sans oublier de formuler des doléances à l'endroit de l'État. De la situation relative au terrorisme qui sévit dans le Nord Bénin, en passant par le reversement des aspirants au métier de l'enseignement AME, la loi sur la chefferie traditionnelle, la construction d'un hôpital de référence et d'un marché moderne à Komé, rien n'a été occulté. Autant de préoccupations auxquelles leur interlocuteur a apporté des éléments de réponse. Soyez rassurés, 2025, le reversement des AME va commencer. Et nous avons beaucoup de respect pour vous. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour la sécurité du pays, pour la défense du pays. Parce que si vous regardez notre armée en 2015-2016, il n'y avait pas suffisamment d'armes pour qu'un soldat ait un fusil. Nous avons acheté beaucoup de moyens. On a des hélicoptères aujourd'hui, on a des avions, il n'y en avait pas. On est en train de construire un pays moderne. Mais nous avons dit que la modernité du Bénin ne peut pas se faire sans les gardiens des us et coutumes. C'est pour ça qu'il y a cette réforme-là. Dans la mise en œuvre du PAG, le gouvernement a fait des réalisations à Komé. D'autres chantiers seront encore ouverts bientôt, a fait savoir Wilfried Léandre Ngbeji. Il y avait quelques petites rues pavées ici, dans le cadre de Paris, ou bien trois petites rues. Mais maintenant, on a lancé PAPVS, assainissement pluvial des villes secondaires. Et combien dedans? Et on voit les camions de Fadil qui circulent. Non. Vous aurez encore des rues qu'on va aménager encore. On travaille à structurer l'économie, à la rendre plus performante, mais surtout à promouvoir la bonne gouvernance. Les débats se sont aussi focalisés sur les personnes porteuses de handicap. Pour finir, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement a rappelé à l'assistance que le développement de toute nation réside dans le sérieux et la rigueur au travail. L'étape suivante de son périple a été la commune de Grand Popo où il s'est rendu pour le même exercice. Autre volet de l'actualité, on ne mange ni les pavés ni le goudron, dit-on. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato, expose les impacts qu'ont les projets asphaltage et assainissement pluvial dans la vie des citoyens. Suivons dans cet extrait. Ça a été dit avant l'époque du président Talon. Dans les joutes politiques, on ne mange pas les pavés, on ne fait pas il faut régler les problèmes sociaux, je suis d'accord. Mais c'est de l'investissement qui participe à l'amélioration du social.
En termes de création d'emplois, nous avons battu tous les records. Déjà pendant la phase construction, moi j'ai été à Nat-Titengo pour un contrôle où ils sont allés jusqu'au Burkina, aller chercher des coffreurs, des ferrailleurs, parce qu'il n'y en avait plus dans la région. On avait tout pris. On avait tout pris. Moi je recherche, j'ai parlé à un ami ingénieur, je lui ai demandé de me rejoindre au cabinet. Il a dit non, c'est pas possible. Combien tu vas me payer? Aujourd'hui, je travaille pour les entreprises, pour les bureaux d'études, pour les missions de contrôle. Je ne dors pas la nuit, c'est vrai, mais je gagne entre 15 et 20 millions par mois. Par rapport aux travaux que vous avez créés, il y a du travail partout. Et tu veux que je vienne te rejoindre dans ton cabinet, tu vas payer combien? Donc c'est moi-même qui ai créé une situation dont je suis victime. Mais au-delà de ça, j'étais dans une réunion politique où ça tiraillait un peu, on dit oui, vous faites des infrastructures, vous faites des... Et c'est un étudiant qui a pris la parole, qui a volé à mon secours pour démontrer que faire une voie pour partir du centre-ville Ganri pour aller à Gla-Plomé, c'est du social. Il a dit à tout le monde que lui, les étudiants, ça fait plus de 20 ans. Il a grandi dans ça. Il vit à Gla-Plomé. Pendant la saison de pluie avant, il ne travaillait pas parce qu'il n'y avait pas de route. Il est obligé de chômer. Et quand il peut sortir, c'est difficilement qu'il fait 3 allers-retours à Gla-Plomé, Ganri, à Gla-Plomé, Topa. Et quand il finit le 3e tour, il est complètement abattu, fatigué, courbaturé. Il doit prendre des cachets et dormir. Et que depuis que l'asphaltage est venu à Gla-Plomé, il aligne 15-20 tours allègrement par jour. Il gagne 4-5 fois plus que ce qu'il gagnait avant. Il a plus de moyens pour améliorer sa maison, s'occuper de sa famille. Et qu'il lui n'a pas besoin d'accompagnement social. Tout ce que lui demande, c'est qu'on travaille sur son instrument du travail, qui est la route, qui est l'environnement, et qu'en plus de tout ça, sa moto ne tombe plus en panne. Il n'a plus de problème du tout. Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut faire du social autrement? Je suis convaincu que tout ce qui crée de la richesse, parce que n'oubliez pas que sur le pilier 2 du PAG, sur le pilier 2 du c'est-à-dire engager la transformation structurelle de l'économie, et sur le PAG 2, poursuivre la transformation structurelle de l'économie, c'est ça, faire les investissements productifs. Je pense que la route, les infrastructures de voirie et d'assainissement participent de ce que il faut fondamentalement créer aux gens les conditions de travail. Un autre exemple simple. Ça, c'est une étude. Vous pouvez aller à la Banque mondiale et vérifier. Pour les investissements publics, on appelle ça investissement public en milieu urbain. Pour 1 franc investi par l'État dans les infrastructures, au bout de 3 ans, le privé a investi 15 francs. Ça dope l'économie nationale, ça dope l'économie locale. Vous amenez une route, le foncier est valorisé par 2, par 3. Donc ça, la valeur foncière, et les gens alignent automatiquement les prix de vente de leur terrain. Les gens alignent les loyers et autres. Donc un investissement qui assure la croissance économique, forcément, est un investissement social. C'est ma compréhension basique de ce qu'il faut faire dans le social. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les autres points, comme le microcrédit, comme la santé, comme l'éducation et autres. Mais si l'Afrique veut sortir de la pauvreté, nous devons investir dans les infrastructures structurantes. En interactualité au Nigeria, des engins explosifs improvisés ont explosé sur une route du nord-est du Nigeria, tuant au moins 26 personnes. La plupart des victimes étaient des agriculteurs et des commerçants locaux entassés dans un véhicule qui a roulé sur une mine terrestre. Le reportage. Au moins 26 personnes ont été tuées dans l'explosion des engins improvisés sur une route dans le nord-est du Nigeria. La plupart des personnes tuées étaient des agriculteurs locaux et des commerçants. Leur véhicule a été touché par une mine. Au moins 3 personnes ont été blessées selon l'annonce faite mardi par la police nigériane. L'attentat a été revendiqué par la province d'Afrique de l'Ouest, filiale du groupe État islamique au Nigeria. Ce groupe est une émanation de Boko Haram, des djihadistes nigérians qui ont pris les armes en 2009. Mardi, l'armée nigériane a nommé un nouveau commandant, le général de division Abdou Salam Aboubakar. Sa mission, lutter contre Boko Haram
et les groupes affiliés à l'État islamique dans le nord-est du Nigeria. Au Brésil, la police a déclaré avoir déjoué un attentat à la bombe lors du concert de la chanteuse Lady Gaga à Rio de Janeiro. 2 suspects ont été arrêtés. Environ 2 millions de personnes se sont massées sur la plage pour écouter la diva américaine dont la prestation était encadrée par un imposant dispositif de sécurité. Suivant. Sur la plage de Copacabana, une immense foule venue assister à un concert historique. Ce soir-là, 2 millions de personnes sont réunies pour voir Lady Gaga. Pourtant, dans les coulisses, le pire vient d'être évité. Un attentat a pu être déjoué. Les suspects disaient clairement qu'ils préparaient un attentat au concert de la chanteuse Lady Gaga, motivé par l'orientation sexuelle du public. En d'autres termes, pour cibler la communauté LGBTQIA+. Le suspect arrêté dans la ville de Macaé, qui aidait à planifier l'attaque, avait également une motivation religieuse, puisqu'il affirmait que la chanteuse était une sataniste et qu'il allait mettre fin à un rituel satanique consistant à tuer un enfant pendant le concert. Au cours d'une conférence de presse, les autorités ont déclaré avoir arrêté 2 personnes, le chef présumé du groupe accusé de possession illégale d'armes et un adolescent. La police alerte donc tous les parents du pays à faire attention à l'influence négative que peuvent avoir les médias sociaux sur les plus jeunes. Je tiens également à alerter les parents qui pensent parfois que leurs enfants sont en sécurité à la maison, dans leur chambre, mais qui doivent s'inquiéter de ce que ces adolescents, de ce que ces jeunes consomment en termes de contenu. Les autorités ont indiqué que des perquisitions ont été effectuées chez 15 suspects dans plusieurs États du Brésil. Des téléphones portables et d'autres appareils électroniques ont été saisis. Des dizaines de manifestants ont gravi les collines de la capitale haïtienne ce dimanche pour exiger la fin des violences persistantes des gangs et réclamer la démission du Premier ministre et du Conseil présidentiel de transition. Cette manifestation témoigne de la colère et de la frustration grandissante concernant la montée de la violence alors que les gangs tentent de prendre le contrôle total de Port-au-Prince. C'est après moi. En Haïti, ce dimanche, des dizaines de manifestants ont bravé les collines de la capitale Port-au-Prince pour dénoncer l'insécurité persistante, la faim et l'abandon de l'État face à la montée des gangs qui contrôlent une grande partie du territoire. Certains ont exigé la démission du Premier ministre ainsi que du Conseil présidentiel de transition. Ce rassemblement survient au lendemain d'une veillée en hommage à plusieurs leaders communautaires tués dans des affrontements. La violence des gangs a déjà forcé plus d'1 million de personnes à fuir leur foyer. Nous avons besoin de sécurité, de nourriture, d'un endroit où dormir, de soins de santé. Si vous êtes le chef de l'État et que vous n'êtes pas capable d'assumer cette responsabilité, alors partez. Nous n'en pouvons plus des 7 membres du Conseil présidentiel. Entre janvier et mars, plus de 1600 personnes ont été tuées dans le pays. Face à une police débordée, malgré l'appui d'une mission internationale dirigée par le Kenya, les gangs continuent d'étendre leur contrôle, parfois avec l'aide de figures influentes. Dans les rues de Port-au-Prince, la population ne demande plus de promesses. Elle réclame sa dignité, sa sécurité et le droit fondamental de vivre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.